On est en direct, on est de retour à la REF Santé. Je lance la prochaine séquence qui était un keynote sur quelle gouvernance politique de la santé. Et j'appelle le prochain intervenant à monter sur scène. On est avec Philippe Juvin, le chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou et le maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. Moi j'habite à Colombes, donc je vous connais bien. Proche et qu'on connaît bien aussi parce que vous avez été candidat à la primaire LR et grand spécialiste des questions de santé. J'aurais commencé ce dialogue sur la gouvernance, sur quel problème de gouvernance politique, selon vous, la crise sanitaire a révélé. La crise sanitaire, d'abord, a révélé toutes les fragilités du système. C'est une banalité que de le dire, on l'a tous vu. Mais très clairement, elle a montré qu'à la fois, nous mettions beaucoup d'argent dans le système pour un résultat moyen, et que quand vous donniez de la liberté aux gens, ils l'exprimaient, ils la mettaient en œuvre. Moi, je crois à ce principe très simple, c'est que les sociétés sont prospères quand vous faites confiance aux individus. Vous savez, Raymond Aron disait... Il faut que les sociétés laissent les potentialités des individus s'exprimer. Et quand vous faites ça... Comment ça se traduit dans le champ spécifique de la santé? On l'a très bien vu durant la crise, quand vous avez donné aux soignants, dans chaque hôpital, une mission en leur disant il faut soigner les gens qui arrivent à la porte. Ils ont ouvert les unités qu'on mettait en 3 jours, qu'on met des années à ouvrir. Ils ont adapté leurs pratiques. Bref, ils se sont pris en charge. Et c'est le drame général de la santé, mais du pays, c'est qu'on ne fait pas confiance aux gens. Quand vous faites confiance, au fond, les choses se font et se font bien. Ça pose, à mon avis, la question principale du dysfonctionnement du système de santé. Alors on peut parler de la ville, de l'hôpital, des EHPAD, du financement. Mais à mon avis, aujourd'hui, compte tenu de la crise immense qui arrive devant nous, le vrai sujet, c'est comment on prend soin de la principale richesse du système de santé, qui sont les hommes et les femmes. C'est quand même absolument fou de penser qu'en fait, dans nos hôpitaux, contrairement à ce que vous croyez tous, il n'y a pas de direction des ressources humaines. Il y a des directions du personnel. Mais ils ne gèrent pas les ressources humaines. On forme des gens durant 5, 10, 15 ans, ça coûte une fortune à l'État, on en a besoin, et une fois qu'ils sont formés, on ne s'en occupe plus. Ben moi, je pense que le système ne peut pas fonctionner si on ne s'occupe pas des gens. Alors, comment on s'occupe de ces gens-là? Comment il faudrait s'en occuper? D'abord, je vous dis, on leur donne de la liberté dans leur pratique. On leur fait confiance. Deuxièmement, on les aide dans leurs conditions de travail. Je veux dire, regardez le système informatique, il ne fonctionne pas, le téléphone à touche quand vous devez appeler 10 personnes. Et vous les utilisez surtout ce pourquoi vous les avez formés. Moi, j'ai fait quelques études de médecine, ça a duré longtemps. Bref, et quand je pense que je suis face à mes patients, je passe un temps important avec un téléphone à touche, à moi-même téléphoner pour essayer de trouver un lit. Mais est-ce que vous imaginez, nous sommes au MEDEF, dans toutes vos sociétés performantes, le patron devoir prendre son téléphone à touche, à essayer de téléphoner à ses principaux clients? Non, il n'est pas fait pour ça, il a des gens qui vont faire ça. Lui, il fait de la stratégie. C'est pareil, dans le système de santé, on n'utilise pas les gens à ce pourquoi on les a formés, et c'est dramatique. Et on ne gère pas leur carrière non plus. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'en prend pas soin. Imaginez que... je fais une comparaison n'est pas raison, mais vous êtes un industriel, vous achetez des machines très performantes que vous payez très cher, et vous ne les entretenez pas, vous n'en prenez pas soin. Puis à un moment, elles ne fonctionnent plus, ils disent « Ah, quand même, ça ne fonctionne pas ». Eh bien là, on forme des gens d'une manière très performante, parce que les gens sont formés de manière performante, qu'ils soient infirmiers, médecins, kinés, pharmaciens. Mais après, on n'en prend pas soin et on ne fait pas attention. Et donc, vous avez les gens qui arrêtent de travailler, etc. etc. Alors, il y a un papier dans, je crois, JAMA, il y a 3-4 semaines, qui donne une statistique qui pourrait s'appliquer à la France. Aux États-Unis, on considère actuellement que 20% des médecins envisagent d'arrêter complètement de travailler. 20% des médecins. Je pense que le sujet est exactement le même en France, même si on n'a pas la statistique. D'ailleurs, il suffit de voir, vous avez 18% des étudiants en médecine qui passent en 2e année de médecine, donc qui ont fait le plus dur,
qui ne seront jamais inscrits au Conseil de l'ordre des médecins et 25% des infirmières qui finissent leurs études qui ne font pas de la médecine. Donc vous voyez bien que avant de s'intéresser à la question de 1000 choses, intéressez-vous aux ceux qui font fonctionner le système. Et j'entends tout à l'heure le débat très intéressant sur les grands plans. Moi, j'aime beaucoup les plans, mais enfin, en France, on a une religion du plan. J'ai été membre de la commission Alzheimer, donc ça marche très bien. Mais si vous n'avez pas les gens et si vous les traitez mal, eh bien, ils s'en vont. Et aujourd'hui, les gens s'en vont. Une crise de vocation. Lamine Garbi disait tout à l'heure en introduction que c'était encore un problème de rémunération, que c'était encore un problème de moyens financiers. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut continuer à augmenter les personnels soignants, sachant que le Ségur a quand même mis à peu près 12 milliards par an sur la table pour augmenter leur rémunération? Non, mais il est clair qu'il y a une question de rémunération, c'est évident. Mais je pense que ce n'est pas que ça. D'abord, sur la rémunération, peut-être que désormais, il faut que nous ayons une réflexion pour différencier les rémunérations chez les mêmes professions. C'est-à-dire qu'un médecin n'est pas un médecin. Moi, j'ai été dans ma carrière anesthésiste, réanimateur, urgentiste. J'ai fait de la médecine militaire, j'ai fait de la régulation médicale, j'ai fait du rapatriement sanitaire. Ces métiers semblent être les mêmes, en réalité, ce ne sont pas les mêmes. Il y a des métiers qui sont très, très, très fatigants et d'autres qui le sont beaucoup moins. J'ai fait du SMUR aussi, de la médecine préhospitalière. Et en fait, notre système fait que tout le monde est payé pareil. Ben non, ce n'est pas payé pareil. Et peut-être qu'il faut commencer à voir les métiers très, très lourdement impactés par le travail de nuit. Est-ce que le travail de nuit n'est pas une spécificité qui nécessiterait d'être mieux payé? Évidemment, on aimerait mieux payer tout le monde. Enfin, les euros sont rares. Donc oui, la rémunération, une des solutions, c'est de différencier. Donc, évidemment, ça ouvre le champ immense de la rémunération, en particulier dans la fonction publique, mais je pense qu'il faut y aller. Si vous ne faites pas ça, c'est cuit. Et puis après, il y a le sens que vous donnez. Quel est le sens de votre vie? Moi, je suis frappé, j'ai un de mes jeunes médecins, un type très très bien, qui devait être praticien hospitalier à temps plein. Je rappelle qu'il y a 20 ans, les médecins se battaient pour être praticiens hospitaliers à temps plein dans nos hôpitaux universitaires. C'était le Graal. Il est venu me voir en me disant finalement, je ne vais pas prendre le poste, je vais le prendre à mi-temps, et l'autre mi-temps, je vais faire de la menuiserie. Et en fait, ne souriez pas, c'est très banal désormais. Les gens cherchent un sens à leur vie. C'est peut-être un effet Covid, mais je pense que ça vient de très loin. Et il faut que nous le prenions en compte. Or, encore une fois, comme nous ne prenons pas soin des gens, on n'a pas vu venir le truc et on ne sait pas leur offrir une carrière diversifiée, une carrière qui fait que quand ils s'engagent à 25 ans, ils ne veulent pas, 30 ans plus tard, savoir précisément à quel indice ils vont être et pour quel travail ils vont faire. Ça, ils ne veulent plus. Mais ils veulent avoir la perspective de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer, de changer de métier, d'avoir des activités différentes, peut-être pendant quelques années à mi-temps, d'autres années plein temps, etc. C'est vrai, une révolution pour le monde de la santé, notamment le monde de l'hôpital. C'est une révolution, mais les infirmières, c'est pareil. Quand même, quand vous êtes infirmière, vous êtes enfermée dans une boîte. Les seules perspectives de carrière, c'est d'entrer dans une autre boîte. Infirmière anesthésiste, IBOD, cadre, mais ce sont des boîtes. Tout ça, c'est très fermé. Moi, on a vu qu'on pouvait les défermer, d'ailleurs. On pouvait les ouvrir au moment du Covid parce que... Oui, c'est ça. Ouais. Mais typiquement, moi, je plaide pour que les infirmières puissent devenir médecins. Il n'y a pas de problème. Une infirmière, ça doit pouvoir devenir médecin. Et si ça ne devient pas médecin, il faut qu'une infirmière puisse faire des prescriptions. Vous voyez, ouvrez le truc. Faites confiance aux gens, parce que sinon, ils vont partir. C'est pas que c'est bien. D'abord, je pense que c'est bien, mais de toute façon, si vous ne le faites pas, ils vont partir. Et ils sont en train de voter avec leurs pieds. Il y a 80 000 infirmières en France que vous avez payées, dont vous avez payé la formation avec vos impôts, et qui ne font pas de médecine. Et j'ai des lits, et on a tous des lits fermés, et on ne peut pas soigner les gens à cause de ça. Donc la question clé, c'est évidemment la gouvernance, c'est évidemment la santé globale, c'est évidemment la prévention, c'est évidemment les grands plans, machin truc. C'est d'abord, mesdames et messieurs, les individus, prenez soin des gens. C'est une question de gouvernance. Les individus, c'est une gouvernance. C'est un des objets de la gouvernance. Oui, la question, en France, quand on parle de gouvernance, on a parfois tendance à avoir une vision assez jacobine des choses. Très verticale. Sans doute, vous avez raison. C'est surtout une manière de considérer que aujourd'hui, les gens votent avec leurs pieds et que nous n'avons plus la main, ce sont eux qui l'ont. Eh bien, il faut l'assurer. Il y a un exemple ce matin dans le Figaro, justement recueilli par Marie-Cécile Renaud, d'une infirmière anesthésiste qui, après 15 ans de carrière, a décidé de changer et d'aller tenter sa chance à un concours dans la pénitentiaire. Absolument. Mais regardez, durant les études... Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais ça montre le drame et ça montre un petit peu le problème de sens et de vision sur long terme d'une profession. Alors comment on fait ? On commence dès les études de médecine. Il faut que les études de médecine soient beaucoup plus protéiformes. Il n'est pas normal, quand vous faites des études de médecine, de ne pas aller faire un stage dans le privé, de ne pas aller faire un stage dans une EHPAD, de ne pas aller faire un stage dans la pénitentiaire.
La médecine, elle est très protéiforme et il faut donner d'emblée cette vision de perspective globale aux étudiants. Pourquoi ? Parce que si vous ne leur donnez qu'une petite partie, ils vont croire qu'il n'y a que ça. Ils vont être enfermés et donc un jour, ils la quitteront et ça sera perdu. Si vous leur donnez durant les études la vision globale, ils se diront, ils ne seront pas perdus pour le système de santé parce que durant leur carrière, ils se diront tiens, je retournerai dans tous ces endroits différents. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, différencier évidemment les rémunérations. Troisième point, donner des conditions de travail correctes. Je vous ai parlé de la téléphonie, mais je pourrais vous parler de l'informatique. Ça, c'est un grand machin. L'informatique, c'est toujours une affaire absolument folle. Système d'information. Non, mais écoutez, on est chez les fous. On est chez les fous. Moi, je suis chef de service des urgences et ça fait maintenant 15 ans que je suis chef de service des urgences et mes médecins continuent le matin à passer 2 heures au téléphone pour trouver des lits dans les cliniques et les hôpitaux au coin. Mais comment ça se fait qu'on ne sache pas automatiquement où sont les blocages? Enfin, mesdames et messieurs les informaticiens, venez, allez-y. Bref. Et puis, quatrièmement, la gouvernance des hôpitaux. Il faut faire confiance, y compris aux professionnels. Moi, je crois beaucoup aux délégations de tâches. Je pense qu'il faut... Je suis maire d'une commune de 30 000 habitants. Vous savez pourquoi la République a tenu? C'est le président du Sénat qui l'a dit au moment des Gilets jaunes. C'est parce qu'il y avait la colonne vertébrale des maires qui prennent en charge leur commune et qui gèrent leur commune. Alors certains sont bons, d'autres moins bons, mais en réalité, ça marche plutôt bien. Les communes sont bien gérées. Faites confiance au chef de service, c'est-à-dire à une entité identifiable en matière de projet médical et de qualité, et vous leur faites confiance en leur donnant une totale gestion, totale responsabilité, etc., etc. Et puis, donc du coup, peut-être revoir aussi la formation de ceux qui dirigent les établissements de santé. Moi, vous voyez, je pense qu'il faut supprimer l'école de Rennes. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle soit de mauvaise qualité, mais parce qu'elle crée une vision unique de la manière de voir la gouvernance des établissements de santé. On a des directeurs de grande qualité, mais qui sont tous du même moule. Et moi, je veux que les moules soient différents. Et on la remplace par quoi, cette école de Rennes ? Le président de la République a donné l'exemple avec la fin des grands corps. Le président veut que la fonction publique soit dirigée, les cadres viennent d'horizons différents. Moi, c'est la même chose. J'étais à Genève au centre hospitalier universitaire, c'est un avocat qui dirige. Dans un certain nombre d'établissements, on a des gens qui viennent du monde du commerce, d'autres du monde médical. Les établissements de lutte contre le cancer sont dirigés par des médecins, ça ne se passe pas si mal. Encore une fois, non pas que les directeurs soient de mauvais directeurs, loin de là, il y a des gens exceptionnels. Mais ce que je pense être mortifère, c'est la vision monochrome des choses. Donner de la liberté, c'est aussi donner la possibilité aux uns et aux autres de devenir un jour directeur d'hôpital, y compris s'ils ne sont pas passés par le prisme initial, mais y compris s'ils sont médecins aussi. Juste pour conclure, vous soyez ministre de la Santé aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, vous avez remarqué. J'ai bien remarqué, il n'y a pas de souci là-dessus, je fais pas, mais faisons de la politique fiction. Vous soyez ministre de la Santé à l'aube d'un quinquennat qui débute. Compte tenu de la situation, et vous avez insisté beaucoup sur la question RH, quelle première mesure vous prendriez en tant que ministre de la Santé pour essayer de résoudre ce problème de pénurie de main-d'œuvre, sachant que le craquage est proche. Le château de cartes, comme le dit Amélie Verdier ce matin dans le Figaro, il va s'effondrer. Je ferai plusieurs choses d'un coup, parce qu'une chose, moi, je n'ai pas la baguette magique. Premièrement, je ferai comme les Anglais l'ont dit la semaine dernière. Les Anglais formeront plus 10 000 médecins tous les ans. C'est-à-dire que durant la campagne des présidentielles, j'étais le seul à dire qu'il fallait non pas augmenter le numerus clausus, mais le doubler. Le doubler, mesdames et messieurs. Parce qu'un médecin n'égale pas un médecin en termes de temps médical. Donc on passe de 10 à 20 000 médecins formés. Ça sera un des faits en 10 ans, mais il faut quand même commencer. Donc 20 000. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas les terrains de stage. Il y a tous les terrains de stage possibles, il suffit d'aller voir dans le privé, les EHPAD et les hôpitaux publics qui n'ont pas d'interne. Deuxième point, je pense qu'il faut rapidement voir la rémunération, augmenter massivement les rémunérations de nuit, au moins, sur les travaux très difficiles. Troisième point, je supprime l'école de Rennes et je la remplace par des embauches qui viennent de visions très différentes des choses, des directeurs qui viennent d'horizons différents, de toutes les branches de l'État, mais aussi du privé. Et puis, quatrième point, puisqu'il faut prendre une décision dans la première semaine quand on est ministre, paraît-il, sinon ça ne marche pas, il y a la question de la qualité. C'est-à-dire que je mets beaucoup de transparence sur les résultats et je rends public les résultats. Je vous donne un exemple. Quand vous avez une fracture du col du fémur,
Si vous n'êtes pas opéré dans les 48 heures, vous avez une surmortalité et une surmorbidité. Moi, je sais où me faire opérer. Vous ne savez pas. Mais je sais surtout où ne pas me faire opérer. Vous ne savez pas. Eh bien, j'exige que tous les établissements de santé publics-privés publient le délai de prise en charge au bloc opératoire d'une fracture du col du fémur. En combien de temps je passe au bloc? Vous publiez simplement ça. Pas de sanctions, pas de félicitations pour ceux qui ont de bons chiffres, mais vous le publiez. Et vous verrez, la publication de résultats sur la qualité va faire en sorte que la qualité va augmenter parce que, évidemment, quand tout est transparent, on n'aime pas être le moins bon. Merci beaucoup Philippe Juvin pour votre participation. Une petite pause et on attaque le débat suivant. Merci à tous.